honorable assistance, bonjour, merci d'être présent. Je remercie professeur Haddam et professeur Fedala de m'avoir invité. Nous allons voir aujourd'hui ensemble l'irathérapie dans les cancers différenciés métastatiques de la thyroïde, question de modalité. En fait, il faut rappeler que le cancer différencié de la thyroïde reste de bons pronostics, malgré son incidence qui est en augmentation. On voit ça chez les hommes bien que chez les femmes, alors que la mortalité est en déclin. Cette disparité mondiale par rapport à l'incidence est relatée aux conditions socio-économiques. Pour cela, il faut établir des nouveaux index, à savoir l'index standardisé à l'âge et l'index de développement humain. En résumé, on voit que chaque fois que le pays est en voie de vieillissement et avec de bonnes conditions socio-économiques, retrouve une incidence de ce cancer augmentée. Ce qui en est par rapport à l'épidémiologie en Algérie, c'est un cancer qui reste rare mais en augmentation, notamment chez la femme, avec un ratio de 3:1. Il faut croire que ce cancer reste de bons pronostics et par rapport à l'incidence, elle est en augmentation, notamment par rapport à cette tendance au vieillissement de la population d'un côté et de l'amélioration socio-économique. Une étude a été faite à l'est de l'Algérie, retrouvant deux pics à 50 ans et 60 ans, avec un maximum à Bojbari Ridge. Nous voyons sur l'ensemble des métastases qui sont dominées par les métastases pulmonaires et les métastases osseuses. Cette combinaison existe et elle est assez fréquente et détériore le pronostic. En résumé, chaque fois qu'on est devant un homme âgé avec un cancer folliculaire de la thyroïde métastatique avec atteinte osseuse et ou pulmonaire, voire les deux combinés et résistant à l'iode, on voit un déclin très important par rapport à la survie. Donc globalement, c'est une tendance qui progresse avec l'âge, notamment avec l'avènement de l'iodorésistance. Donc, ce qui en est par rapport aux moyens diagnostiques, je vous mets un petit résumé par rapport aux moyens qui existent. Vous pouvez voir ça sur l'INCA. Les moyens sont déjà détaillés par ma collègue Dr Chenef. Ce qui en est par rapport à l'irathérapie et à la médecine nucléaire, la scintigraphie à l'iode 131 est un sentinelle du geste opératoire. Il permet d'évaluer le reliquat tumoral et de détecter les lésions, notamment au niveau loco-régional et à distance. Celle-ci peut retrouver donc les adénopathies au mieux en présence d'une échographie en défrénation, mais également le TEP-FDG permet de détecter les foyers hypermétaboliques, toujours en local, loco-régional et à distance. Donc, ce qui en est par rapport aux métastases, celles-ci, elles peuvent être synchrones et métachrones. Par rapport à la population mondiale, on voit qu'il y a une tendance aux métastases métachrones, ce qui n'a pas été forcément retrouvé dans une petite étude en Tunisie. En Algérie, il n'y a pas d'étude qui évalue ça. Cependant, un travail de thèse élaboré par professeur Amimour avait retrouvé que les métastases synchrones étaient très importantes à prendre avec considération, car souvent le diagnostic il est très très tardif et la thyroïde est toujours retrouvée comme étant déjà opérée avec un diagnostic qui est faussement bénin au départ. Donc, ce qui en est par rapport à la physiopathologie des métastases au niveau pulmonaire, le lit tumoral est favorisé par les facteurs cytogénétiques. Ces facteurs non seulement aggravent l'atteinte locale, mais également détériorent les récepteurs NIS, ainsi l'efficacité de l'iode 131. Par rapport aux métastases osseuses, cette résorption osseuse favorise un nid, un site tumoral qui est très propice pour la tumeur et peut favoriser par la captation iodée. Donc, par rapport au traitement à l'irathérapie, on a une efficacité qui est beaucoup moindre, notamment les métastases osseuses. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre important entre l'absorption et la résorption osseuse par activation des prostaglandines et de la PTH.
Par rapport à la biologie moléculaire, ça a été déjà dit, mais le BRAF, le RET et le RAS sont déjà incriminés avec les facteurs de croissance vasculaire, ce qui rend la tumeur plus agressive et les métastases plus précoces. Par rapport à l'iode, il s'agit d'une capsule, il n'y a pas plus facile à prendre. Ceci dit, il y a des règles à respecter. L'iode, par sa nature, propose un traitement local énergétique par dépôt d'électrons au niveau des cellules, ce qui détruit les métabolites, en grande partie les protéines et l'ADN, mais également programme l'apoptose des cellules tumorales et également des cellules thyroïdiennes. Le mécanisme de l'irathérapie a été donc documenté depuis les années 50 et ça reste toujours vrai par rapport aux nouvelles souches qui sont recensées de plus en plus. L'irathérapie est indiquée non seulement en une seule cure pour les malades métastatiques, mais en cycle de cure de 3 qui sont évaluables dans chaque cure et après chaque cycle. Les cures d'irathérapie sont données en moyenne entre 6 et 12 mois, d'autant plus quand il s'agit de métastases importantes et non résécables et chez un malade multimétastatique. Pour ce qu'il en est par rapport à l'évaluation thérapeutique des cures, le cancer différencié de la thyroïde rejoint l'oncologie générale. Donc l'évaluation, elle est clinique, biologique et radiologique, mais surtout elle est métabolique. Ceci permet de distinguer rapidement les formes progressives et les formes iodorésistantes pour proposer des traitements alternatifs. En premier lieu, des traitements locaux et secondairement, des traitements systémiques quand il s'agit de maladies réfractaires. Donc, directement et sans surprise, les patients qui sont traités par irathérapie les patients qui sont traités par irathérapie ont une différence significative par rapport à la survie globale et à la survie sans progression, avec une qualité de vie qui est meilleure. Comment on va prescrire cette irathérapie? Préférentiellement chez les patients métastatiques par sevrage, ce qui permet une surexpression plus importante, une rétention nettement meilleure de l'iode à l'intérieur de la circulation générale, mais également à l'intérieur de la cellule métastatique, avec donc cette petite différence de supériorité du sevrage par rapport à la TSH recombinante. Ceci dit, il existe une mention quand même honorable par rapport aux métastases sécrétantes et aux patients avec une insuffisance antéhypophysaire. Donc, les patients sont souvent sous traitement suppressif avec une TSH qui doit être inférieure à 0,1, un seuil qui a fait ses preuves par rapport au ralentissement de la maladie. C'est pour ça qu'on appelle traitement suppressif ou traitement freinateur. Mais également, il faut prendre en considération les complications cardiovasculaires et les complications ostéo-articulaires. L'ATA nous propose ainsi un arbre décisionnel selon la présence de facteurs pronostiques, notamment ostéo-articulaires et cardiovasculaires, chez les patients qui présentent une réponse métabolique incomplète et ou une réponse biochimique incomplète. Les patients à risque sont souvent les femmes en âge de ménopause, donc il faut prendre en considération leur DMO avant de mettre donc, en pleine vitesse le traitement suppressif. Le mécanisme d'échappement à l'iode 131, il est connu par cette perte de Nice et de captation, et ça dû à la sélection naturelle après traitement, après cure itérative. Donc on assiste à une dédifférenciation, notamment au niveau des sites métastatiques, ce qui rend le cancer différencié de la thyroïde, après plusieurs années, iodo-résistant, voire non iodosensible, donc pas de captation à l'iode. Cela nous emmène à définir le cancer différencié métastatique réfractaire avec cette perte de captation, cet aspect hétérogène, iodo et non iodo-fixant, cet aspect de maladie progressive, qu'elle soit anatomique mais également biochimique, et plus ou moins cette notion de 6 cures, donc 600 millicuries, qu'il faut prendre en
donc avec prudence quand il s'agit de métastases osseuses où la stabilité devient un objectif thérapeutique. Donc chez ces patients-là, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Avant tout traitement systémique par thérapie ciblée, il vaut mieux leur proposer des traitements locaux, à savoir chirurgicaux, par radiofréquence, par radiothérapie et par traitement interventionnel, ce qui améliore le pronostic fonctionnel, notamment des métastases osseuses au niveau local, mais également améliore la survie, globalité et l'efficacité de l'iode pour les autres sites. Ici, on voit une métastase au niveau scapulaire qui est iodo-résistance, qui a traîné pendant plus de 14 ans, seulement sans évolution notable. Grâce à la cryothérapie et à la radiothérapie, elle a échappé au traitement qu'après 14 ans, et c'est là où on a proposé un traitement systémique par thérapie ciblée. Donc les métastases, quand elles existent, malheureusement ici en Algérie, on assiste beaucoup plus à leurs complications plutôt qu'à leur diagnostic autant que masse tumorale. Et le traitement proposé est souvent un traitement de stabilisation et de renforcement qu'un traitement carcinologique. Ce qui en est donc par rapport au traitement par tyrosine kinase, on a vu que finalement il y avait des facteurs cytogénétiques et biomoléculaires qui rendent la tumeur plus agressive. Ces voies d'activation enzymatique sont la cible de cette thérapie, ce qui améliore la survie, notamment chez les patients qui sont réfractaires à l'iode. Donc on voit différentes générations. Actuellement, il y a des patients qui sont sorafenib naïfs et on passe directement au lenvatinib et cabozantinib, et avec des nouvelles notions concernant les deux dernières molécules qui sont dont la cible est la mutation RET, donc notamment dans les cancers médulaires de la thyroïde. Leur efficacité thérapeutique est bien prouvée, notamment pour l'envatinib et le cabozantinib, avec une toxicité qui est un peu plus supérieure quand même par rapport au sorafenib, mais une survie qui est meilleure. Donc par rapport à l'association aux traitements locaux, j'en ai parlé par rapport à l'irathérapie. Elle est efficace notamment pour les métastases de petits volumes et les métastases viscérales. Elle reste bien indiquée pour les métastases multiples non résécables osseuses, mais pour les métastases unifocales ou les oligométastases, il est préférable d'associer des traitements locaux, car on voit clairement que l'iode seul reste nettement inférieur à son association par rapport à un traitement local, notamment déjà au site local traité, cela va de soi, mais également sur la prise en charge globale, la survie globale, et ce qui nous emmène en fait à espacer ces cures d'iode 131 chez les patients chez qui on propose des traitements locaux par rapport aux patients traités seulement par l'iode radioactif. Après avoir défini un cancer différencié de la thyroïde qui est réfractaire à l'iode, on pense quand même à réintroduire les patients, car comme pour les récepteurs hormonaux dans le néo du sein, on a assisté, notamment avec le dabrafenib, à une redifférenciation et donc la possibilité de recaptation par l'iode 131. Après TEP à l'iode 124 ou bien à défaut à l'iode 131, on assiste à un taux de fixation qui reste significatif avec une dosimétrie qui est favorable, donc à une indication à l'irathérapie, ce qui améliore à nouveau donc la survie globale et la survie sans progression, et diminue ainsi la toxicité par rapport au traitement systémique. Par rapport au TEP-FDG, il faut croire que le TEP-FDG est indiqué pour le suivi des cancers métastatiques. Pour les formes réfractaires, c'est un outil incontournable pour l'évaluation thérapeutique. Le SUV max est un paramètre qui est facile et reproductible. Un cutoff de 2,5 parle d'agressivité, supérieure à 10 parle de pronostic. Par rapport au volume métabolique, il est un petit peu controversé. Il doit être situé entre 50 et 60 millilitres comme cutoff pronostic. Par contre, le TLG est un facteur très
intéressant car ce volume-là témoigne directement sur le pronostic ainsi sur le suivi du patient. Il est aux alentours de 126 millilitres. Je vous mets rapidement juste une petite étude descriptive pour mettre le point où on est par rapport au cancer différencié de la thyroïde. Ici, on a 67 patients, prédominance féminine bien sûr. La quasi-totalité ont subi une thyroïdectomie totale en un seul ou 2 temps. Je ne sais pas, là, on voit quand même une supériorité du nombre de curages. Faut-il avoir des métastases à distance pour indiquer le curage? Le cancer papillaire de la thyroïde avec sa variante reste dominant et la moitié des sites ganglionnaires qui ont été réséqués, donc avec supériorité, sont métastatiques. Donc on assiste à une association poumon et os très fréquente, avec des métas qui s'égalisent, notamment métachrone et synchrone, et enfin avec un nombre de métastases au niveau osseux qui sont plus ou moins uniques, voire oligo-métastatiques. Si j'en parle par rapport à ça, le traitement qui a été proposé chez la quasi-totalité des patients était malheureusement de l'iode seul, où on arrive à stabiliser, voire améliorer 3/4 des cas. Car le cancer métastatique au niveau osseux est traité seulement par traitement de stabilisation, voire un traitement de soutien pour le patient et non pas oncologique. Donc en résumé, l'iode c'est bien pour les malades métastatiques, de préférence l'associer à un traitement local. Si on passe au traitement par la thérapie ciblée, autant favoriser les traitements qui entraînent une redifférenciation, et ça, bien sûr, avec concertation multidisciplinaire. Et je vous remercie.